en lutte, comme d'hab. Ouais, c'est carré. Voilà, vous avez les croustilles, vous avez toutes les infos. Bienvenue sur le 23e épisode du Miken AB Show. On commence à être réglo, on est à l'heure, enfin on l'espère. Comment va Mika? Bah écoute, ça va et toi? Bon week-end? Ça va? Ouais, super, je vois que ça s'invite un petit peu là, les... Hein? Tartare! Tartare! On va revenir sur l'actualité qui était pas très chargée, mais bon, au moins on va se concentrer sur le MMA français, tout plein de croustilles, comme à notre habitude. Ce week-end, il y a eu deux événements du Cage Warriors avec 3 Français qui combattaient. Du nom de Alexis Fontes, Eladi Njai et Jati Melan qui défendaient sa ceinture pour la première fois. 3 défaites, 3 Français, 3 défaites. Ouais, et en fait, le vendredi 1er avril, il y a eu, comment il s'appelle? Hugo Guillon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, attends. Un gars de la BTT. C'est passé sous les radars. Ouais, c'est ça. Bah, c'est celui qui devait affronter Bouganem. J'ai pas eu de nouvelles, donc je pense que c'est. Comment ça s'est passé? Il y a eu no contest. No contest? En fait, en plus, je pense que, pour le coup, sans être chauvin, je pense qu'il gagnait le premier round. Ouais. Bon, c'était serré quand même. Hein. C'était serré, et en fait, il met un coup de genou qui touche le bas du ventre de son adversaire, et son adversaire, il dit coup de pied un coup de genou dans les parties, et du coup, son adversaire, l'arbitre a arrêté le combat, et ça a fait un no contest. Ok, ouais, c'est celui qui devait combattre contre Bouganem à Arès. Exactement. Et qui d'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, mais qui est planifié sur le Arès numéro 6 chefs contre Stawowi, et qui combattra justement Jackie Chan, celui qui a battu Jackie Chan. Ouais. Celui qui a battu Bouganem justement. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, avant de revenir sur l'Arès, on va faire une petite aparté sur les Cage Warriors. Comme je disais, malheureusement, week-end sombre quand même pour les Français. 3 combats, 3 défaites, dont un pour le titre, et on en parle en off avec Mika, on va revenir. Déjà, ton ressenti, je crois que le premier Français sur le Cage Warriors de samedi, c'était Alexis Fontes. C'est un peu dommage parce que c'est un combat qui m'avait l'air à sa portée. Il ouvre sur un très très beau coup de coude son adversaire, mais malheureusement, il perd par TKO. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah après, je trouvais qu'Alexis il avait fait plutôt un bon début de combat, Ouais. et je pense qu'en fait il s'est vu gagner trop tôt dans le combat. C'est-à-dire que quand je pense qu'il a ouvert son adversaire et que son adversaire, il y a eu une interruption du combat, etc. Ouais. Je pense que Alexis il a baissé les gardes trop vite en se disant peut-être que le combat était gagné. Et au final, non, son adversaire est revenu. Les arbitres n'ont pas jugé bon d'arrêter le combat. Ils trouvaient que la blessure n'était pas suffisamment profonde pour que le combat soit arrêté. Et derrière, il s'est incliné par KO TKO. Et de ce que je sais, il s'était blessé dans les premières minutes du combat aux côtes. Donc, je ne sais pas quel est l'état de gravité de cette blessure. Mais en tout cas, c'est dommage. Je pense que quand le combat, tu sais, quand il a ouvert son adversaire, je pense que pour lui, il était sûr de gagner le combat. Et que ça lui a fait bizarre que. Ça lui a fait bizarre. Ouais. En gros, dès qu'il a vu qu'il y a eu l'ouverture et que l'arbitre il a refait démarrer le fight, je crois qu'il se précipite sur le sol. Il met quelques frappes en grande temps, mais tu vois que la blessure est souvent en plus, tu vois. Mais sur la blessure au côte, je sais que lorsqu'il ouvre son adversaire et que l'arbitre sépare, tu vois qu'il touche au niveau de sa côte. Donc je sais pas à quel moment elle est intervenue, la blessure, mais c'est dommage pour lui. Après, comme tu as dit, il est bien rentré dans le combat. Et franchement, c'était un combat à sa portée. Et voilà, par contre, il y a un truc, c'est un petit détail, mais tu sais, lorsqu'il fait la première ronde au sol, Alexis, sur le début du combat, tu vois, il a du mal à maintenir son adversaire. Pourtant, tu sais, lorsqu'on tourne avec lui, il a des grosses positions. Je ne sais pas si c'est la pression qui fait qu'il n'arrive pas, on va dire, parce que même lorsqu'il a combattu au Brave, il fait une emmenée aussi, pareil. Et en gros, il n'arrive pas à maintenir son adversaire au sol. Alors que Alexis, il a fait tout ce qu'il y a comme bonne compétition de grappling en France, il l'a fait. Au judo, il l'a fait. Il a vu plusieurs fois les championnats de France, les championnats du monde. Tu vois, il a une très très grosse pression, tu vois. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'en combat, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à refaire ce qu'il sait faire à l'entraînement. Pourtant, niveau pression, Alexis, c'est un bloc, tu vois. Il n'arrive pas à développer son niveau de grappling dans les conditions du MMA.
Ouais. Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, il y a la pression. On sait qu'il y a des adversaires, il y a des gars qui sont meilleurs en combat qu'à l'entraînement. Et lui, en tout cas, il n'arrive pas à reproduire forcément son niveau de grappling en combat. Je pense que le fait qu'il y ait les frappes, etc., fait qu'il oublie parfois que le combat, il peut se gérer juste avec du grappling, des blocages, etc. Mm. Et donc, mais c'est dommage parce que son adversaire était franchement à sa portée. Moi, je pense qu'il aurait pu vraiment gagner ce combat. Et je suis un peu déçu pour lui quand même parce que c'était un beau challenge, c'était un gars d'expérience en face de lui. Et en plus, c'est un mec qui était plutôt bien pour son profil, puisque c'est quelqu'un qui s'inclinait beaucoup sur des décisions ou sur des soumissions. Donc c'était vraiment Ouais. tu vois, c'est un gars qui perdait beaucoup par étranglement, etc., ou à la décision. Donc c'était parfait en fait comme profil pour Alexis. Et donc du coup, bah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est ça. Et après, le deuxième Français, en tout cas, de cet événement, c'était El Hadji, avec qui on s'est entraîné un bon petit moment à Hobby Fight, qui était invaincu. Qui était invaincu. Franchement, très bon niveau. C'est juste que voilà, il fait pas de bruit. C'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, donc les gens, je pense, ne le connaissent pas. Et il a affronté aussi un jeune prospect du Cage Warriors qui avait aussi 3-0. Donc sur le papier, c'était équilibré. Sur le papier, c'était un combat équilibré, mais malheureusement, ouais, il n'a pas du tout pu s'exprimer. Il perd le combat assez rapidement sur TKO au bout de 20 secondes. Donc je pense que c'est assez frustrant comme résultat et on l'a vu sur sa réaction à la fin. C'est un petit peu dommage, quoi. C'est frustrant, c'est dommage. Après, sa stratégie de combat, c'était pas la bonne. Il est parti à la guerre face à un mec qui aimait ça, face à un C'est ça. puncher. En fait, la stratégie, c'est simple, c'était un peu à toi, à moi, donc celui qui touche va gagner. Je pense il est arrivé là-bas, malheureusement, sans game plan, ou je sais pas, ou en tout cas sans. Ouais, il n'y a pas eu de stratégie de combat, et surtout, il n'a pas eu de recul dans son combat. Parce que tu peux être emporté par la bagarre dans un combat, tu peux arriver dans un combat et à un moment donné rentrer dans une phase de bagarre, mais je comprends pas que tu le fasses dès le début de combat. Soit c'est une stratégie, c'est-à-dire que tu acceptes d'aller à la bagarre dès le début de combat, et dans ce cas-là, tu es prêt, ou soit non, tu fais tout pour éviter cette bagarre parce que en général, quand tu fais ça, quand tu optes pour cette stratégie, c'est que tu penses que tu n'as qu'une seule solution de gagner, c'est de rentrer à la bagarre tout de suite. Un peu comme Burns, il a fait à Ouais. Ousmane. Il est rentré dans le combat très fort, très vite, dans la seule optique de gagner le combat très vite, parce qu'il savait que Ouais. si ça allait aller à la décision, ça allait être compliqué pour lui. Et là, en fait, il a accepté, en fait. Il a accepté le fait de rentrer dans une bagarre avec un mec qui voulait que boxer fort. Donc, j'ai pas compris. Soit c'était. Bon, après, il n'a pas non plus une grosse expérience, hein. Et là, il a 4 combats. Mais Et quand sachant même. que le gars, il a 3-0 et il a 6-3 en amateur. Donc il a Ouais, aussi un passé en amateur, son adversaire. Ouais. exactement. Il a un passé en amateur et en plus dans le Cage Warrior. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel niveau amateur, c'est le niveau amateur du Cage Warrior. Donc, en fait, c'est quand même un ancien du Cage Warrior. C'est-à-dire que son dernier combat date au Cage Warrior il y a un an. Son dernier combat amateur, pardon, date d'il y a un an et c'était déjà d'il y a 2 ans, pardon, et c'était déjà au Cage Warrior 112. Et donc lui, en fait, c'est un pur produit du Cage Warrior. Je pense même que c'est un gars qui est managé par les équipes du Cage Warrior. Ouais. Et c'est assez marrant quand il a battu Eladj. Eladj, en plus, il est belge, tu sais, même s'il s'entraîne en France et il est français, il a la nationalité belge. Et Ouais. quand en fait, quand son adversaire il est rentré dans la cage, moi au début, je n'ai pas compris. Il est venu avec un drapeau français à la fin, son adversaire. Et en fait, il est parti face caméra et je comprenais pas ce qu'il disait. Et en fait, il demandait à combattre contre Yacine Belladj. Ah ouais, ok, Et, ok. et en gros, il a trash talk Yacine Belladj en disant vas-y, Yacine Belladj, t'es le prochain, etc., etc. Et Yacine a répondu, il a dit bah ok, tu vois, il a dit en gros, t'as pas d'expérience, t'as à peine 3 combats ou 4 combats maintenant. Donc Yacine a accepté le défi et donc maintenant, bah normalement, il devrait s'affronter. Et quand tu vois en fait les adversaires que Yacine a battus au Cage Warrior, enfin avec qui il a combattu, c'est des adversaires on va dire de renom, qui ont de l'expérience, Ouais, plus ouais, bien d'expérience sûr. que Yacine. Et là, je trouve que c'est bizarre de la part comment dirais-je, de Adam Cullen d'aller trash talk Yacine, alors que Yacine, pour moi, il est un cran au-dessus. C'est-à-dire, Ouais, pour c'est moi, ça. il a un niveau au-dessus.
Après, je sais que Yacine Bellad, il avait call out un gars du Cage Warriors qui a pas répondu. Donc, je me dis peut-être qu'ils sont de la même équipe ou qu'ils se connaissent et que lui, derrière, peut-être il a voulu prendre le relais et pour l'affronter. Parce que je sais qu'il avait appelé un gars, mais je sais plus du tout son nom. Un gars du Cage Warriors, en fait, qui esquive ou qui répond tout simplement pas. Il y avait même Truman, là, celui qu'il avait affronté Morgan Charrière à l'époque, bah, ça devait se faire un jour avec Yacine et à la dernière minute, bah, il y a eu un désistement. Et derrière, je crois qu'il a recombattu et que, en gros, voilà, ce combat-là, il s'est pas refait. Donc, je sais qu'Yacine, il avait commenté, tweeté et tout. Donc, je pense que le mec, il a dû peut-être voir ça et il s'est dit, bon, allons, allons faire la guerre. Ouais, et ensuite, le main event, un de nos Français les plus prometteurs qui combattait et qui défendait sa ceinture au Cage Warrior. Donc en fait en France actuellement, je crois, si je dis pas de bêtises, que le seul Français qui détient une ceinture dans une organisation internationale, c'est Saladin Parnasse. On a perdu toutes les ceintures en France, que ce soit au Cage Warrior Morgan Charrière, Amin Ayoub au Brave. Et hier, on a perdu celle de Jati Melan, pareil au Cage Warrior. Donc en fait, c'était l'un de nos, c'est toujours l'un de nos représentants et de nos meilleurs représentants. Et j'étais vachement déçu hier de ce qui s'est passé dans son combat. Ouais. Et le pire, c'est il gagnait le premier round assez facilement, même si on a vu qu'il galérait un peu pour garder son adversaire au sol et qu'il n'a pas réussi à développer son grand pound, mais on voyait que l'amener au sol a été fluide, il a gardé le combat au sol. À la fin du premier round, on voit qu'il galère pour mettre sa. Non, c'est à la fin du deuxième round. Le deuxième round, il n'arrive pas à amener le combat au sol. Il y a plus d'échanges pieds-points, mais franchement. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de catch control et après, au final, le mec, il réussit à sortir. Ouais. C'est ça, il réussit à sortir, mais c'est lui, quand même, pour moi, en tant que champion, qui mérite d'avoir le deuxième round. Ouais. Et en fait, entre le deuxième et le troisième round, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. C'est, tu vois, il est dans son coin, il galère à remettre sa lentille. Je sais pas si t'as vu il n'a pas remis d'ailleurs la lentille. Et en fait, et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que en plus Marc Goddard, c'est quand même un ancien, tu vois, c'est quelqu'un d'expérience. Pour moi, pour le coup, c'est l'un des arbitres les plus connus dans le monde du MMA. Et en fait, je connais pas cette règle, donc limite, je fais un appel à ceux qui nous regardent et qui connaissent les règles. Est-ce que l'arbitre, il n'a pas obligation à laisser l'adversaire remettre sa lentille? En fait, je suis d'accord avec toi, mais je sais même pas si l'arbitre est au courant parce qu'en fait, il y a Ali Yagé, son coach, qui essaie de lui remettre. Et en fait, j'entends Jati dit quoi? Il dit je vois plus rien. Et en gros, je crois que la lentille, peut-être, je sais pas, en tout cas, elle était dans la main de son coach. Il a voulu lui remettre et j'ai vu que Jati, il lui a dit quelque chose, mais j'ai pas compris. Et à un moment donné, j'entends quoi? Je vois plus rien. Et en gros, je sais même pas s'ils ont fait signe à l'arbitre, tu vois. Et Marc Goddard, lui, il relance le combat, tu vois. C'est juste qu'il dit aux hommes de coin de sortir. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'ils ont signalé le problème à l'arbitre. C'est juste ça qui. Alors, je sais pas. En tout cas, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir parce que tu le vois au troisième round que. Alors, c'est mon sentiment. Hein, j'ai pas vu. Et c'est pas par esprit chauvin que je dis ça parce que vraiment, pour le coup, quand les Français font de la merde, je le dis. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils voient pas très bien qu'ils se précipitent sur la lutte. Tu vois, qu'il essaye vraiment d'aller casser cette distance et qu'il prend des risques. Parce que je l'ai déjà vu dans des combats qui, pour moi, étaient plus difficiles, le combat qu'il a fait pour la ceinture et dans lequel il s'était imposé. Et en fait, c'est quelqu'un qui est assez patient et qui gère intelligemment ses timings en lutte. Maintenant, il y a ma deuxième question, c'est de savoir, à un moment dans son coin, comment c'est possible de ne pas interpeller l'arbitre en disant « Ouais, on a un problème de lentille ». Tu vois ce que je veux dire? Comment on arrive à être dans un niveau de stress et de pas réussir à dire ok, stop. Ouais, parce qu'il se prend deux époques. En fait, le premier époque, Marc Goddard, il intervient. Et à la fin, justement, du deuxième round, il se prend une sorte d'époque. Et en fait, c'est là où sa lentille tombe et qu'il la ramasse. Donc, c'est vrai, je t'ai dit qu'ils n'ont pas fait, ils ont pas fait appel à l'arbitre. Donc, je pense que lui, il n'est pas au courant. Et c'est vrai que, vu qu'il dit qu'il ne voit plus rien, je pense que ça aurait été important de le signaler, tu vois. Quitte à même arrêter le combat parce qu'il y a un problème, tu vois, ça aurait été mieux que ce résultat-là. Mais bon, après, avec le si, on refait le monde. Mais c'est vrai que si, en tout cas, ça part de là, ça va être frustrant et ils vont s'en vouloir. En tout cas, je pense sincèrement qu'il y a eu une erreur de la part du coin, c'est de ne pas avoir interpellé l'arbitre quand il leur a dit ouais, quittez la cage, de ne pas leur avoir dit à l'arbitre, il n'a pas sa lentille. Et je pense qu'ils ont essayé de lui dire,
mais je suis pas sûr qu'il parle anglais. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être qu'il y a eu un problème en fait de traduction. J'ai même Parce que l'impression qu'il n'y a rien eu, Mika, je te jure, parce qu'en fait, ils sont avec Jati et l'arbitre, d'un coup, en gros, il les sort, tu sais, pour leur dire qu'en gros, le temps, il est fini et je vois aucune personne parler avec Marc Godard. Donc, lui, il vient et il relance le combat. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a eu je pense pas qu'ils l'ont signalé. Après, son adversaire qu'il prenait, il avait 6-0. Donc, comme on dit encore sur le papier en professionnel, c'est équitable parce que Jati, il avait 8-0. Mais en amateur, il a un gros palmarès de 17-6. C'est énorme. En fait, son adversaire, il a beaucoup fait les IMAF, il a beaucoup Ouais, été aussi, il a beaucoup été au Catch Warrior, etc. ouais. Maintenant, franchement, hein, sur le combat, je trouvais que, je veux pas dire au-dessus, mais je pensais que Jackie allait gagner parce que c'était le bon prototype pour lui et que en fait le gars au premier round, par exemple, il a complètement été annihilé. Il a même pas réussi à boxer. Au deuxième round, il a mis beaucoup de temps à construire sa boxe. Le gars, il n'arrivait pas. Et au troisième round seulement, c'est au troisième round seulement quand il a vu les tentatives de sol un peu hasardeuses de Jackie et qu'il a sprawlé, qu'il a défendu, qu'il a commencé, on va dire, à prendre confiance Avec plus à et l'aise sur le à striking, ouais. Mais après, et voilà. ouais, par contre, quand j'ai vu le deuxième round, le premier round, certes, Jati, il l'emmène au sol, mais tu sais, le gars, il a l'intelligence d'aller chercher la cage. Et en fait, même si. Et tu vois que Jati, il pond du jus. Tu sais, quand tu essaies de maintenir un mec au sol et qu'il fait que de défendre, c'est un peu compliqué parce que tu n'arrives pas à le mettre sur les deux épaules, tu n'arrives pas à lui infliger des dégâts. Parce que certes, le mec aussi, il se fatigue. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que bah, le gars, en fait, il a eu un bon protocole de défense. Certes, il perd le premier round parce qu'il est sur les fesses, mais en vrai de vrai, quand tu regardes, Badiati lui inflige aucun dégât. Tu sais, il n'arrive pas à évoluer, c'est-à-dire à décoller le gars contre la cage ou à le maintenir parce que le mec, il fait que de défendre, tu vois. Et c'est-à-dire que certes, il a pris le premier round, mais il le prend pas avec brio non plus, tu vois, parce que tu vois qu'il a laissé du jus. Et quand j'ai regardé le premier round, je m'étais même dit que ça allait être compliqué de faire un 5x5 sur cette cadence-là, tu vois, parce que Ouais. le dernier combat, il le prend à la décision, mais tu vois que lorsqu'il emmène le gars au sol, il est clairement en croix ou en montée, tu vois. Et il arrivait à mettre du ground and pound, à parfois récupérer. Que là, il était sans cesse en train de fournir des efforts parce que le gars, justement, il arrivait à pousser la tête, à relever les hanches, à se relever parfois, tu vois. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer ce premier round. Et je pense que ça a dû pas mal l'épuiser, ce premier round, tu vois. Après, je pense qu'il est habitué quand même sur ce style de cardio, puisque c'est un grappleur. Pour le coup, Jati, c'est vraiment un pur produit. En Oui, France, on oui. manque souvent. C'est ce que je reproche souvent, c'est qu'on soit pas très bon en lutte et qu'on ait du mal dans les transitions. Et lui, pour le coup, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est typiquement le bon lutteur, bon grappleur, à qui il manque encore un peu de boxe, mais qui va certainement progresser, parce qu'en France, c'est plus facile de progresser sur ces axes-là que l'inverse. Et donc, du coup, je pense que son cardio était adapté. Après, comme je le dis, bon, c'est une défaite qui va le faire grandir, même si c'est la phrase bateau, c'est la phrase que on dit souvent dans les défaites. Mais pour le coup, je pense que c'est un combattant à suivre, qui a des bonnes choses à faire. Et grosse déception en tout cas d'avoir perdu cette ceinture parce que en vrai, le MMA français, je trouve qu'on rayonnait plus il y a 2 ans de ça que maintenant. Dans le Ouais. monde actuellement, c'est un peu la pénurie de ceintures dans les organisations internationales. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que ces derniers temps, comme tu as dit, bah, c'était le dernier français détenteur d'une ceinture internationale. Après, j'espère qu'on ne se trompe pas, qu'on a oublié personne. Après, j'aurais dit qu'il y a Mehdi Dakaev, qui est Ouais, mais champion de l'ILFC. Mehdi Dakaev, il s'entraîne en Russie. Il s'entraîne même plus à Nice depuis longtemps. Ah ouais? Euh, je crois qu'il s'entraîne au Tiger et tout à temps plein. Mais oui, tu as raison. À la rigueur, on pourrait compter Mehdi Dakaev, mais je suis même pas sûr qu'il représente pas la Russie, hein, Mehdi Dakaev. Je sais pas. Franchement, je sais Et, pas. et en tout cas, tu vois, quand je vois les résultats de ce week-end, que ce soit pour les Français ou même les résultats précédents du Cage Warrior, et quand je vois le niveau du Cage Warrior, je me demande, et surtout quand je connais les coulisses du Cage Warrior, c'est-à-dire que je connais les primes qu'ils prennent au Cage Warrior, Ouais. etc. Je ne comprends pas comment ça se fait que les Français combattent encore au Cage Warrior quand il y a des organisations, et pour le coup, tu vois, moi, tu me connais, donc si je dis ça, c'est pas par complaisance, je ne comprends pas pourquoi ils ne combattent pas au Ares ou à l'Hexagone, dans des organisations qui, on le sait, donnent des bonnes primes, et par exemple pour le Ares, qui, en plus de la bonne prime, donne une bonne visibilité. Bah, en fait, ça me rassure que c'est toi qui le dises parce que si moi je l'avais dit, bah, on m'aurait encore dit Pro Non, mais, AS, Pro Factory et tout. non, non. Donc,
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et en plus, surtout qu'à l'époque, bon, ça, c'était plus de votre génération. Tu avais même fait Saloussine. C'était pas qu'il lui a... Il n'était pas arrivé la même chose, mais il avait enchaîné pas mal de victoires au Cage Warriors. Et en fait, au moment où il devait combattre pour la ceinture, ils l'ont fait galérer et il n'a jamais combattu pour la ceinture. Donc, ce qui se passe en fait là actuellement avec les Français, euh, en fait, c'est plus sur l'aspect du traitement, tu vois. Ils sont pas du tout mis en avant. Non, mais tu vois, par exemple, Mehdi Ben Lagdar, même s'il a eu ses soucis au genou et tout, parce que normalement, il devait faire la ceinture. Ouais. Mais ce que je veux dire, par exemple, Mehdi Ben Lagdar, même s'il est parti du factory, donc parti du management, et donc forcément pas en très bon terme, enfin, je ne sais pas, mais j'imagine. Je pense qu'ils auraient de plus belles carrières, ou du moins ils auraient des meilleures primes et des plus belles choses au Ares Ouais. que au Cage Warrior. Parce qu'en fait, le Cage Warrior, quoi qu'il arrive, tu vas affronter des mecs durs et ils vont essayer de faire briller leur propre gars sur toi. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? c'est ça, c'est ça. Alors que le Ares ou même l'Hexagone, hein, pour le coup, parce que l'Hexagone, en fait, leur problème, c'est qu'ils ne trouvent pas les ressources humaines. Parce que la structure est bonne, mais ils n'ont pas les ressources humaines pour faire briller la structure. Le Ares, c'est différent. Le Ares, ils ont déjà une meilleure com. Donc, Ouais. du coup, il y a une visibilité. Et du coup, le peu de Français qui ne sont pas engagés ailleurs vont au Ares. Et donc, ils ont déjà compris au niveau du matchmaking. Au début, je pense qu'ils étaient sur la même mauvaise voie en prenant beaucoup d'étrangers. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment recentrés sur les Français et qu'ils ont signé les meilleurs Français en plus. Pour le coup, Et là, ça, il y a. ouais. Et après, c'est aussi aux Français de manifester aussi leur volonté d'y signer aussi, tu vois. Par exemple, quand je vois un gars comme LH qui avait 4-0 et qui va affronter un gars invaincu au Cage Warriors, c'est pas pour faire un match équilibré, hein. C'est pour faire briller leur poulain. Comme Morgan Charrière. Morgan Charrière qui prend, on va dire, comment il s'appelle? Goodwin. Voilà, quand tu compares le premier adversaire que Morgan avait pour la ceinture et lorsqu'il met Vucinic et Paul Hughes, tu vois qu'il y a un monde entre Goodwin et les deux autres, tu vois. Et je Et pense pas moi, que c'était non plus pour faire briller Morgan. et surtout, bon, après Morgan, c'est un peu particulier puisqu'il a une grosse fanbase et donc on le sait, il a des contrats qui sont quand même particuliers. Mais quand je pense à ce que Morgan pourrait gagner au Ares et ce qu'il C'est gagne au énorme, Cage c'est Warrior, énorme. je pense qu'il n'y a même pas photo. Sincèrement, je pense que le Cage Warrior, actuellement, pour les Français, tous ceux qui sont au Cage Warrior, mais sincèrement, mais qu'ils partent du Cage Warrior et qu'ils aillent au Ares, Non, ils c'est vrai, hein. gagneront. Ouais. Et je l'avais déjà dit une fois, hein, mais ils gagneront plus d'argent au Ares, même si le niveau il sera pas facile, mais il sera pas plus difficile au Ares qu'au Cage Warrior. Mais bien sûr. Et, Oui, et ouais. après, ici, si l'argument est de dire ouais, mais le Cage Warrior c'est une succursale de l'UFC, sachez que la succursale de l'UFC, oui, à condition que vous soyez managé par le Cage Warrior. Exactement. Parce qu'il n'y a aucun Français depuis le temps qui a, Non, qui a été au Cage Warriors et qui a été à l'UFC derrière. Et en plus de ça, même pas, on va dire, même si on peut parler d'autre chose que l'aspect financier, en termes de notoriété, bah, tu combats devant ton public. Là, on voit qu'un mec comme Abdul qui a combattu 3 fois, déjà 2 fois à l'ARES, il commence à être vraiment apprécié du public, il commence à avoir cette fanbase en France. Et tu vois, non, c'est mieux que d'aller en terre hostile, tu vois, à l'étranger et de prendre des sommes en plus de ça dérisoires et de ne pas faire des combats faciles. Ça, c'est un truc qu'il entièrement faut d'accord. dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Souvent, les combattants français, ils sont connus en France à partir du moment où ils signent à l'UFC. Le fait de pouvoir combattre en France dans des organisations comme l'Hexagone ou le RS, ça permet au public français de les suivre dans leur évolution avant qu'ils signent à l'UFC. Et du coup, en fait, ils s'attachent à leur histoire, entre guillemets. Je sais pas comment dire. Il y a une sorte de ouais, on l'a suivi depuis ses débuts, etc., etc. Ouais. Maintenant, pourquoi je parle beaucoup du RS plus que de l'Hexagone? Parce que j'ai vraiment l'impression que l'Hexagone, c'est en perte de vitesse. Bah Là, ouais, j'avais. Ouais. Là, actuellement, l'Hexagone, ils ont annulé leur événement. Et Dieu sait que je suis pas pour les monopoles, hein. Dieu sait que je suis pas comment dire, un pro RS, même si je reconnais leur travail. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître que le RS fait un excellent travail. Bien sûr. J'ai regardé là sur les. Non, mais tu sais, c'est quoi qui me fait dire ça, Ebi? J'ai regardé le RS 5, 6 et 7. Et j'ai vu sur le RS 5 signature de Axel Sola. C'est un des gars que je trouve le Ah plus oui, fort en tu parlais France. de lui, ouais. Ouais, c'est l'un des gars que je trouve le plus fort en France et il descend chez les 77. Ce mec-là, il faut le suivre, c'est un tueur à gages. Bon, il y a la signature de Samir Faidin, on le connaît tous, Ouais. il est solide.
Sur le Ares numéro 6, je vois un combat que je kiffe de ouf. C'est Michael Marie Sardi du NR Fight qui combat Shamsudinov. Tu sais, celui qui devait combattre contre Alexis Fontes a refusé, Bah, etc. ah, il Et ben commence à ça, me Sango. Ah oui, ah, ok, ah ouais, ouais, ok, ok. Bah, en fait, tu m'as dit Shamsudinov, mais ouais, je suis devant là, effectivement, j'avais pas vu, mais c'est vrai que ça va être un très très beau combat. voilà. Ensuite, on a des gars comme par exemple Jackie Jeanne qu'on a vu contre Bouganem qui va affronter Hugo Guillon de la bonne école, donc de la BTT, ça va être un bête de combat aussi. On a, par exemple, ils ont mis Murtel Grenert, c'est le gars là qui avait combattu contre Doumbé Ouais, c'est ça. Le gars au l'ancien champion Glory, du Glory, ouais. ouais, qui affronte Karim Gadji. On a Mustapha Haïda qui pour moi est un futur prodige du MMA français, C'est qui un affronte. combat très très équilibré, hein. Ouais, Léopold Goy, désolé, Léopold, je ne sais ouais. pas comment on dit ton nom de famille. Et C'est un combat équilibré, Mika. ben, pour moi, mon cœur de toute manière, je vais même pas m'en cacher, je suis à 1000% avec Mustapha Haïda. Et pour moi, Mustapha, c'est quelqu'un que je suis depuis le début et je Et- trouve que ce gars-là a un talent de fou. Non, c'est Franchement, vrai que. c'est un génie du sport. Ouais, non, C'est c'est un vrai, c'est génie. vrai. Autant au qui- sol comme en boxe, il est vraiment complet. en- C'est vraiment un artiste martial, comme on dit. Voilà. C'est-à-dire que je vais exagérer dans ma comparaison. Vraiment, je vais exagérer. Mais si je devais trouver un combattant pro à qui me fait penser, c'est Dimitri Johnson. C'est un mec qui sait tout faire C'est un et génie, qui c'est a un vrai qu'il est très cardio bon. Ouais. illimité. Donc, effectivement, j'abuse. Il est encore loin du niveau de Dimitri Johnson. Mais je vous assure que ce gars-là, suivez-le. Tous ses combats, tu te régales tout le temps. C'est Ouais. incroyable. C'est beau à voir, c'est Et, beau à voir. et humainement, c'est un bête de gars. Et ensuite, pour finir, donc ensuite, Ares numéro 7, que ce que je tombe. Donc, on avait déjà le combat Abdul contre Karla Moussou en main event. Donc, ça, c'était Ouais. déjà un beau main event. Et là, que ce que j'apprends, William Gomis contre Damien Lapillus. Franchement, le combat William Gomis contre Damien Lapillus, il me hype encore plus que Amin Fierce contre Damien Lapillus. C'est pas Amin Fierce, c'est Amin Ayoub. Amin Oui, Fierce, c'est Amin son Ayoub. surnom. C'est son surnom sur. Bah, c'est vraiment la new school contre la old school, hein, quand même. Hein. Parce que, ouais, William Gomis, bah, c'est un petit jeune qui monte, qui avait combattu récemment à l'Hexagone, qui avait combattu au Cage Warriors, pensionnaire de la Tchèque Academy. Damien Lapillus, voilà, on ne présente plus une trentaine de combats. Récemment, bah, en plus, ça va se faire pour la ceinture du Ares. Et c'est vraiment un combat parce que les deux savent tout faire, j'ai envie de te dire. Autant William Gomis, il sait striker, autant Damien Lapillus sur le striking, c'est du haut niveau. Et en plus de ça, récemment, on voit beaucoup. Je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux, William Gomis, on le voit beaucoup travailler au sol. Justement, son dernier combat, il a travaillé. Ouais. Moi, je connais très bien Damien. J'ai été son partenaire d'entraînement. Donc je connais son Ouais. niveau au sol en lutte et en pied-point. Et William Gomis, je m'entraîne parfois donc à la Tchèque Academy et je tourne avec William Gomis. Donc, du coup, je connais aussi le niveau au sol. Et moi, je confirme que les deux savent tout faire et je confirme que ça va être un combat franchement de ouf. Je Ouais, pense ouais. que ce combat-là va être, par exemple, moi, c'est mon point de vue, mais connaisseur, beaucoup plus serré, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus intéressant que le main event Karla Moussou contre Abdouragimov. Ouais, au niveau, on va dire, de la. Comment dire? Du fait que ce soit plus disputé, que ce Ouais, c'est soit un ça. combat beaucoup plus. Voilà, après, j'ai pas envie de manquer de respect au main event, puisque c'est un beau main event, Bien sûr. ça va être un beau combat. Mais voilà, j'ai le sentiment qu'Abdoul va être au-dessus sur ce combat. Ça reste mon sentiment. On verra il n'y a qu'une vérité. Et sur cette carte, que ce que je vois aussi, Attends, je viens de voir aussi, ouais. signature de Anthony Salamon. Donc, Mais tu gros, vois, c'est exactement de ça dont j'allais te parler parce que je te jure que je les connais les deux, Samir Kadji, et en fait, je pense à lui il y a quelques jours, comme il avait combattu sur Ares, non, au Cage Warriors. Et en fait, en story, j'ai cru voir qu'en gros, il avait eu des refus par des Français. Et en fait, là, à l'instant T, je viens de voir Anthony Salamon et Samir Kadji. Franchement, voilà. Et c'est il me quelque semble chose. que lui, c'est un Lyonnais. Je suis pas sûr. Samir Kadi, il me semble que Samir c'est un Kadji vient de Lyonnais. Saint-Etienne. Saint-Etienne. Ok, je croyais qu'il s'entraînait avec Malik Merab. Non, J'étais pas. ils sont avec Yanis Cherfa. En fait, ils vont parfois avec chez Malik Merad et tout, mais ils sont à Saint-Etienne, au Chaos Boxing. Et à chaque fois, j'appelle le nom du club. Mais Et
Ouais. Et aussi sur la carte, tu peux voir la signature de celui qui a quitté récemment Obi Fight et donc le MMA GP. Il est au MMA Factory, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il est au MMA Factory maintenant. Et il Ouais. combat sur la carte. Et lui, c'est un combattant spectaculaire aussi pour le coup. Il est quand même pas mal à regarder. Ouais, il a un C'est beau donnant. striking. Il a un beau striking, il est intéressant à voir. En tout cas, tout ça pour dire que franchement, quand je vois ces 3 cartes du RS, et ben, c'est exactement ce que je dis et que je me tue à dire depuis maintenant à peu près 6 mois. Faut arrêter avec les combattants. C'est bien d'avoir des étrangers qui viennent sur la carte, etc., pour le roadster, etc. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est les Français. Ah. Et là, pour le coup, on a 3 RS. Et sur les 3 RS, franchement, il y a à chaque fois au moins 2 combats pour lesquels je paye pour aller voir. Donc, Et en du plus, coup, là, ouais. je viens de voir, ouais, chez les polos, il y a Badr Medkouri, tu sais, qui a affronté Damien Losco à l'Hexagone contre Alpha Sissoko aussi. Exactement. Donc, ça promet d'être un beau combat, une belle carte. Et franchement, au niveau des oppositions, je suis content de voir Anthony Salamone contre Samir Kadi. C'est 2 gars qui montent chacun de leur côté. Anthony Salamone, on l'avait plus vu s'exprimer à l'European Beatdown, je me rappelle, et au dernier événement qu'ils avaient organisé à Tourcoing. Mais franchement, je suis assez quand même impressionné et hypé par la carte. Je l'avais pas vu comme ça. Et là, je viens d'apprendre en même temps que vous les noms qu'il y aurait sur la carte. C'est pas mal. Je te dis, après, il y a Paulin aussi, je le revois sur la carte, celui qui avait combattu contre Marcy. Ouais. Bon, Marcy, pour moi, je l'avais dit, il était au-dessus et il a montré qu'Oumar était au-dessus. Mais Paulin, il n'a pas non plus. On a vu que c'était quelqu'un qu'on voulait. Ouais. Il n'a Donc, pas démérité, donc, bien sûr. voilà, il va affronter l'Allemand qu'on avait déjà vu combattre là-bas. Donc, ça va être un En beau poids combat lourd. aussi. Et donc, en fait, l'Allemand, il était en poids lourd et là, il descend, en fait, chez les light heavyweight. Bon, Mais, tout ça pour dire, en tout cas, tout ça pour en revenir au constat initial qu'on disait. Je ne comprends pas aujourd'hui, quand on est français, qu'on est à peu près en milieu de carrière ou en début de carrière, pourquoi ils vont s'enterrer au Cage Warrior pour des 1500 livres alors que et tu peux encore, combattre et encore, ouais, alors que tu peux combattre en France pour 2000, 3000 euros peut-être si tu négocies bien. Et surtout au-delà de ça, que tu peux avoir une construction de carrière. Parce que même si vous n'êtes pas dans la team MMA Factory, il y a quand même une chose, c'est que leur but, c'est de faire émerger des profils qui sont vendeurs. Ça veut dire que même si à un moment donné, il faudra se méfier de qui on vous met, si on vous met face à un mec du MMA Factory, effectivement, il faut se méfier. Mais et à un moment encore, donné, franchement, et et encore. encore, Parce que non quand mais, tu regardes, il n'y a eu aucun cadeau de la part. non, Et en gros, ouais. sur chaque opposant sur chaque pensionnaire du MMA Factory, il n'y a eu aucun cadeau. Franchement, ça a toujours été des combats équilibrés et même des combats même risqués, j'ai envie de te dire. Donc, non, jusqu'à présent, on ne peut pas dire ça quand Non, même. je dis, il y a eu des combats risqués, il y a eu aussi des combats cadeaux. Il y a eu les deux. Maintenant, ce Comme que je qui? dis, non, je vais pas citer parce que je pas envie je m'en fous, mais il y a eu des combats, franchement, c'était des combats cadeaux. Maintenant, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est juste que effectivement, faut pas être dupe quand tu combats pour une organisation. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que eux vont faire aux Français, le Cage Warrior vont le faire aux Français aussi. Donc, autant le faire en France. Tu vois. Ouais, parce que. Franchement, je comprends pas pourquoi tu vas prendre un bourbier en Angleterre au lieu de prendre un bourbier chez toi pour plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, il y a aussi un truc qu'on peut parler, c'est du Bellator 280, où il y a beaucoup, beaucoup de Français qui combattent dessus. Le 6 mai. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que j'avais oublié quand tu parlais de ça, en fait. Mais, non, mais Non. par rapport au fait qu'il y a eu un croustillant sur ça, en fait. Ouais, il y a un croustillant, ouais, un bon croustillant. C'est pour ça que j'ai rigolé, en fait. Ah, la perruque. C'est l'heure des croustilles. Attention. Attends. C'est l'heure des croustilles. Les croustilles, faut pas louper. Attends. Attention. Je mets la carte devant mes yeux. C'est beau? Bellator 6 mai, Bercy. C'est bon, c'est l'hymne officiel des croustilles. C'est bon? On est prêt, on t'écoute. Alors, on sort le croustillant du Bellator. Allez, let's go. Alors, il y a Mathieu Leto, qui était anciennement manager donc, à la BTT, qui a quitté la BTT et qui se fait désormais manager par Ibra, le YouTuber. Et
Parce qu'en fait, Ibra lui a trouvé un combat au Bellator et du coup, il a décidé de quitter la BTT pour rejoindre le Ibra Management et donc pour combattre au Bellator. Bah, en fait, c'est assez drôle parce que je sais qu'à l'époque, dans ses débuts, Mathieu, il était justement managé par Guillaume. Mais en fait, Mathieu, entre-temps, il avait été, entre guillemets, viré de la BTT. Et en fait, il m'avait expliqué que du fait qu'il avait, on va dire, associé son image à Ibra TV, que c'était voilà, des combats de rue et tout. Donc, bah, en fait, Guillaume ne voulait pas s'associer à cette image-là. Donc, en fait, Mais, entre-temps, là, je rejoins Guillaume bien là-dessus. sûr, bien sûr, bien Franchement, sûr. moi, je rejoins Guillaume là-dessus. C'est que franchement, quand on est combattant MMA, je ne comprends pas comment tu peux aller coacher des combats comme ça dehors dans la Même rue. arbitré, hein, il a arbitré aussi. Il a Même arbitré. arbitré, ouais. Enfin, ce que je veux dire, je ne comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais surtout qu'en plus, à ce moment-là, le MMA, c'était pas légalisé. Il fallait vraiment, on va dire, garder une bonne image, tu vois. Après, bah, je vais te dire, ça a payé parce que regarde ce que Ibra TV a fait. Et en plus, d'ailleurs, il a organisé un événement, mais j'ai pas du tout suivi. Mais j'ai vu qu'il avait organisé un événement officiel, en gros, en cage. Et c'est là où il a combattu Mathieu, il a gagné. Donc, je crois que c'est vraiment un événement qui a été genre référencé sur Sherdog, Tapology et tout. Et en fait, justement, ceux qui gagnaient cet événement-là, ils avaient un contrat avec le Bellator, il me semble. Mais moi, pour être honnête, sans manquer de respect à qui que ce soit, ça a toujours été mon avis, même dans des podcasts et tout précédents. Je trouve que ça décrédibilise un peu Bellator. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que la fois où il y avait eu le MMA GP numéro 1, qui a été retransmis sur l'UFC Fight Pass, qui avait été repartagé sur l'UFC, sur les comptes officiels de l'UFC, bah, en fait, le Bellator devait organiser leur premier événement à Paris. Et ils voulaient être les premiers ils voulaient être les premiers à organiser sur Paris. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des complications apparemment avec les mecs de la fédération. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Si, je me l'événement souviens, ouais. il a été à deux doigts d'être annulé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, j'ai l'impression que Oui, le mais Bellator. en fait, déjà, c'est parce que Abdel, il voulait être le premier organisateur avec le MHP, le premier. En fait, Abdel, lui, il s'est dit, on est en France, l'organisation qui doit organiser le premier en France, ça doit être un Français. Et du coup, il a organisé le MMAGP 1 en 3 jours avant le Bellator Paris. Ouais, ouais, même pas 2 jours. C'était un jeudi et le Bellator, c'est C'est un samedi. jeudi et les autres samedis. Et du coup, eux, ils étaient très fâchés et c'est vrai qu'il y avait eu ensuite plein Petite d'histoires. polémique. Et en gros, tu sais, là, j'ai l'impression que même, je pense que voilà, ils ont un œil, le Bellator, et puis même quand tu t'écoutais je crois que c'était une interview qu'il avait fait avec la sœur, comment il s'appelle, le président du Bellator, Scott Trevi, je sais plus. En gros, le boss du Bellator, et en gros, il disait que lui, il voulait vraiment, en gros, entre guillemets, ouais, indirectement, il veut faire de l'ombre à l'UFC, donc il veut bien payer les gens, tu vois. Et là tu vois qu'il vient piocher pas mal de Français. Après, c'est normal, c'est aussi une carte qui est à Bercy, donc c'est pas avec des étrangers que ça va se remplir, tu vois. Mais tu vois que, voilà, je pense qu'ils doivent voir ce que le Ares est en train de faire, que le Ares est associé, entre guillemets, avec l'UFC, et tu vois qu'ils veulent, je pense, parce que de là à venir faire gagner un contrat au Bellator, alors que tu as combattu à l'YFC, je suis désolé, mais il y a quoi de crédible dans l'organisation d'Ibra, tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, le Non, mais, Bellator de base, c'est prestigieux, mais non, mais attends, tu peux pas prendre toute la carte du Bellator et tout, enfin, tout comparer face à ce combat. Parce non, que non, 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 non. niveau Bellator, quand même, attends, je rappelle quand même la carte pour que quand même on puisse remettre les choses dans le Ouais, contexte. Parce c'est que vrai que c'est c'est un petit peu généralisé, ouais. Ouais. Tu as Ryan Bader pour la ceinture face à Tchèque Congo, français, hein, Tchèque Congo. Derrière, tu as Yoel Romero qui affronte Melvin Manoff, le mec du Pays-Bas. Tu as Soren Bach, je crois que c'est le seul qui a battu Pimblet face à Sol Rangers. C'est Soren Bach qui avait battu Pimblet, il me semble. Ouais, c'est ça, il avait combattu aussi contre Morgan Charrière. Ouais, ouais, mais bon, très fort, très très fort ce gars-là, qui a une seule défaite en carrière et qui n'a pas affronté des merguez. Derrière, on a Yves Landu qui avait pété le chaos de l'année. Yves Landu, je ne sais pas si les gens se rendent compte de son niveau, mais Ouais. c'est l'élite. C'est vraiment l'élite. Qui affronte un Anglais qui a 10-2, Gavin Hughes. Derrière, tu as Lauren Blarkin qui affronte Anthony Adams. Derrière, tu as Grégory Baden qui est sur une série, je crois, de 6 ou 7 victoires, qui a déjà combattu au Ares, notamment contre Glenn Spark, qui a combattu Ouais, Alex Gago et au Bellator aussi, il avait fait plusieurs combats au Bellator. et qui était sur 3 victoires consécutives au Bellator.
Derrière, tu as Thibaut Gouti qui enchaîne des victoires depuis sa sortie de l'UFC et qui combat contre Lewis Long, qui est un bon gars, 19-5 et qui est vraiment solide, un mec du Pays de Galles. Derrière, tu as Fabakary Diatta, qui est un prodige du MMA aussi, qui a 2 victoires pour l'instant au Bellator et qui a affronté des mecs durs. Ensuite, tu as des gars, effectivement, après, ça redescend un petit peu d'un level. Et on a des gars, par exemple, ils donnent leur chance à Joël Quadja. Il a été super bonne et dans une super bonne dynamique qui enchaîne les victoires. Et donc, je suis content pour lui de le voir sur un plateau comme ça parce que c'est mérité. Bien sûr, Tout ça comme, laisse une chance de bien s'exposer et tout. Ouais. exactement. Et puis surtout, je pense que le Joël d'aujourd'hui, c'est plus le Joël de l'époque. Aujourd'hui, il est sur 6 victoires. Il est quand même en voie sur une bonne dynamique. Et je pense que c'est mérité pour lui de signer sur une grosse orga. Et par exemple, Joël, c'est des gars aussi que j'aurais aimé voir, par exemple, sur les plateaux du RS. Et je pense qu'il a sa place sur les plateaux du RS. Après, ils ont. En fait, juste moi, si tu veux, ce qui me gêne, enfin, ce qui me dérange un peu, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, mais les Français qui combattent au Bellator, ils sont à une dynamique de 1 combat par an. Et en fait, j'ai l'impression, bah, là, on n'a pas vu vraiment de Français se développer, par exemple, au Bellator, au steak et tout, tu vois. C'est que des Bellator Europe. Et à un moment donné, Ouais. tous les Français qui allaient au Bellator Europe, je te jure, que ce soit en Italie, en Irlande, c'était vraiment des défaites assurées. Pourquoi? Parce que dans tout le coin rouge ou le coin bleu, tu avais genre la SBJ face aux étrangers. Et là, en fait, le fait qu'il y ait un mec comme Fabakary, par exemple, qui est sur 8 ou 9-0, et je le vois sur une lancée de 1 combat par an, je me dis que c'est un petit peu dommage. Et par exemple, j'aurais bien voulu le voir à l'ARES avec, sur une dynamique genre de 2 à 3 combats par an. Et peut-être que là, déjà même au niveau de la popularité, il aurait été plus connu sur Paris. Tu sais que là, voilà, on parle de lui. Pourtant, c'est vraiment un grand espoir chez les featherweights. On parle beaucoup de Saladin, mais il y a son partenaire d'entraînement, Fabakary. Mais le fait qu'il soit en gros signé avec le Bellator, tu ne sais pas c'est qui, tu vois. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi. Par exemple, sur le profil type de Fabakary, je l'entends. C'est-à-dire que Fabakary, effectivement, il rentre dans ces personnes qui ont 8-0. Ils ont toute leur carrière devant eux. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de signer au Bellator? Je ne sais pas. Par contre, quand tu regardes le palmarès des autres, que ce soit Yves Landu, Grégory Baben, Thibaut Gouti, Joël Quadja, Lucie Berthaud, ce sont des gars qui ont des palmarès qui sont avec beaucoup de positifs et des défaites, qui sont actuellement pas forcément à 2 doigts de signer à l'UFC, qui sont même pas du tout dans les petits papiers, à part Grégory Baben, mais il y a l'âge qui fait que actuellement il est peut-être pas. Non, Il est peut-être pas. mais même Grégory Babé, hein, à l'époque où il a signé au Bellator, il a fait 3 combats en 3 ans presque. J'ai pas les dates en mémoire, je vais essayer de Non, les chercher, après, mais je te jure attends, qu'il avait fait au moins 3 combats en 3 ans, et pourtant il avait fait 3 victoires. Et derrière, il est sorti du Bellator. Tu sais pas pourquoi. Je pense que ça veut vraiment dire qu'en gros, le Bellator, ils n'avaient pas, en tout cas à l'époque, ils n'avaient pas d'ambition de construire des Français. Et quand je dis construire, tu me comprends, je ne dis pas genre de leur mettre des gars faciles, mais genre voilà, de leur proposer une bonne cadence de combat, une bonne dynamique, plusieurs combats à l'année. Le truc du Bellator, c'est que même aux Anglais, ils leur offrent pas ça. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours été anti-Bellator, pas anti-Bellator, mais je trouve que le Bellator est une belle organisation. Mais déjà, en com européenne, c'est moyen. Et je trouve aussi que dans la cadence des combats, par exemple, je vois des Anglais là-bas qui sont très forts et qui combattent pas tant que ça. Voilà. Le dernier adversaire, par exemple, de Yves Landu, qui s'appelle Tim Will, qui est super fort, n'a pas recombattu depuis. Ryan Scott, qui est hyper bon, n'a pas recombattu depuis la dernière fois qu'il a perdu en France il y a 1 an. Donc, c'est vraiment un extincteur de carrière. Je trouve que le Bellator est très difficile pour ce qu'il propose. Maintenant, effectivement, pour Fabakary, il y a la question de se poser, ou même pour ces gars-là, effectivement, est-ce que c'est pas mieux de combattre peut-être dans une organisation un peu moins prestigieuse parce que le Bellator, c'est quand même un nom qui est très prestigieux, d'aller combattre dans des organisations comme le Ares pour aller chercher plus de combats et peut-être plus d'argent aussi, ou moins d'argent. C'est bien ça le problème. Mais là, je pense qu'il faut savoir que sur l'aspect financier... Attends, à la différence du Cage Warrior, c'est que là, au Bellator, les primes sont belles. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures, ouais, elles sont meilleures. Et non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir que aussi le fait de combattre Suarez, tu as cet avantage-là sur les sponsors, parce que voilà, il y a une très très grosse visibilité. Mais si je te le dis. Je ne crois pas. Non, je crois pas. Écoute, je te le dis. Quel sponsor? Mais non, mais après, c'est aux combattants justement d'aller démarcher, tu vois. Écoute,
crois-moi que quand tu combats à Arès et que tu vas démarcher des sponsors, avec toute la visibilité qu'il y a, tu peux Non, te faire. mais t'es faux. Arès, il passe même pas sur RMC alors que Bellator passe sur RMC. C'est ça Non, mais aujourd'hui qui ramène le les gars, sponsor. c'est sur Paris. Regarde, la Non, dernière fois. non, Mais si je te non. le dis, je te l'ai Bah, dit en plaisant. dis-moi, alors dis-moi les sponsors. Mais tu me Ah, dis, mais non, mais mais dis-moi. t'as pas de sponsor particulier ou de sponsor visé. Je te dis que si chaque combattant faisait, entre guillemets, sa propre recherche de sponsor, qui avait vraiment possibilité d'en avoir. Moi, je crois pas que Mais quand tu bien sûr que si. Bien sûr. qualifies. Non, mais en tant que combattant, tu combats pour le Bellator, Bercy, sur RMC Sport. Bellator, Tu c'est peux un pas. one-shot, Non, Mika. C'est un non, one-shot, là, le Bellator. mais Ils vont pourquoi? pas faire là, ils Attends, vont pas faire là, tu me parles de sponsor. Moi, je te réponds sur l'argument sponsor. Tu combats pour le Bellator à Bercy sur RMC Sport. Tu peux pas me dire que Non, dans. non, non. Après, je te parlais pas que de cet événement-là. Je te parlais en général. Ah Je te oui, parle en merci. général. Je disais que lorsque tu combats sur le Arès, tu as une grosse visibilité. Tu es au Dôme de Paris, Mika. Tu as un événement chaque Oui, mois. mais le Et Arès. même sur le bus qui passe en bas de chez moi, tu as l'affiche d'Arès qui passe Oui, derrière. mais c'est vrai, mais personne va checker le blaze. C'est vrai ce que tu dis, il y a une sorte de visibilité. Mais le Arès, par exemple, pour moi, ils se tirent une balle dans le pied en ne passant pas leur événement sur RMC Sport. Pour Bah moi, ils se après, tirent une je balle pense dans le que pied. se tirer une balle dans le pied, il faut voir s'il y a en gros une bonne entente, un bon arrangement, quoi. Non, mais ça, après, ça me dépasse. Moi, je Mm. m'en fous, ça me dépasse. Je suis pas dans le business. Mais en tout cas, en termes de visibilité, ils auraient à gagner à mettre le Arès sur RMC Sport. Parce que là, sur la plateforme stream, je suis pas sûr que ça match. Les Fight Pass, bah, je sais pas, après, j'ai pas les chiffres, mais je pense que ça va être pas mal quand même, hein. Et surtout que, par exemple, le dernier événement qu'il y a eu, là, la RS3, je pensais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde parce que voilà, c'était pas une carte avec beaucoup de Français. Et franchement, ils ont fait quand même carton plein. Alors là, avec les prochains événements qu'il va y avoir, je me demande ce que ça va donner, quoi. Mika, Non, dis-moi, enfin, franchement, j'entends, tu vois, sur le RS, comme je t'ai dit, je félicite le travail qu'elle a fait, mais par contre, je peux pas te laisser dire que niveau sponsor avec le Bellator, tu gagnes moins que le non, RS. non, Ça, j'ai pas c'est dit pas un ça, hein. argument qui J'ai tient pas la dit route. ça, gros. J'ai pas dit ça. Je te disais qu'en gros, lorsque les combattants combattent en France à Arès, sur l'aspect financier, ok, c'est par exemple beaucoup mieux que Cage Warriors. Il faut pas oublier aussi qu'il y a la possibilité et l'opportunité d'avoir des sponsors. On va boucler cette émission pour ne pas faire trop long non plus. Et je Non, mais voulais déjà. attends, viens, on finit la carte quand même pour les Français qu'on signe là-bas, quand même, faut Ok, respecter. Il y désolé. a Mathieu Leto qui affronte Youssef Ouabbas, et on a C'est aussi la un, signature. c'est un, c'est un, c'est un partenaire d'entraînement à Diachi et que je voyais en tout cas avant beaucoup sur les circuits de grappling. À l'époque, bah, c'est bien qu'il fasse mais je crois que c'est son premier combat en MMA, il me semble. Alors là, je peux pas te dire, franchement. Ah, ok. Et, et ensuite, il y a Bourama Kamara, le gars de la FFA, qui avait affronté Wissem Akmouche, C'est qui ça. avait perdu contre Wissem, mais qui est de la FFA et donc entraîné par Mathieu Nicourt, qui affrontera un autre Français, c'est Victor Vercher, que je connais pas et qui a 5-1, qui a fait beaucoup de pareil, qui a fait beaucoup de pancras. Et donc voilà, bah écoute. En tout cas, voilà pour les Français qui combattent là-bas. On a aussi Lucie Berthaud, c'est le seul combat féminin qui va être de la carte. Et je crois qu'il n'a pas été planifié sur la carte. Là, je le vois pas sur la carte, mais il me semble que Davy Gallon aussi combat. Ah oui, moi je l'ai devant mes yeux, David. Attends, Et il combat contre qui? Ah non, ah non. Ouais, contre Benjamin Brander. Ok, bah voilà, bah, je l'ai pas sur la carte, mais donc voilà. Mais en tout cas, donc ça va être un bel événement et franchement, ça donne envie. Ça va être le même jour que toi en plus. Non, un jour avant. Un jour avant, ok. Donc on ne pourra pas assister. Parce que moi, je serai à Marseille avec Mickaël Lebou. Bah oui. Bon, on va se quitter sur cet événement. Je fais un petit placement de produit pour mon ami qui a créé sa bande Onomas. Tu sais, c'est les bandes déjà qui sont déjà faites. Tu n'as pas besoin de, voilà, pendant 30 minutes, perdre en entraînement. Donc, allez checker la page. Je vais mettre le lien le lien en description. Onomas, ça vous protège des phalanges. Et surtout, quand vous tournez avec des brutes comme Mika, ça va vous évite les blessures. Attends, viens, on parle de ça, parce que je suis obligé de parler de ça. Attends, je suis obligé de parler de ça. J'avais oublié, Laetitia. Je rebondis sur Laetitia, parce que quand même, ce qu'elle a fait, autant pour le reste, je la laisse avec son ressenti, puisque j'ai parlé. C'est son ressenti. Si elle s'est pas sentie bien dans la salle d'entraînement, bah, je suis désolé pour elle. Mais quand tu as dit, ouais, je lui ai explosé le tympan, j'ai pas fait exprès aussi.
Faut préciser quand même que je lui ai mis un petit crochet. J'ai la vidéo, je vais la mettre. Un petit crochet bien ficelé. T'as été méchant. Même ma parole, même sur le Grand Pound, tu faisais aucun cadeau. Non, c'est pas vrai, il dit pas ça. Écoutez, moi, c'est même pas pour la défense de Mika. Je pense justement c'est au contraire. Mais je vous le jure que chaque sparring de Mika, il n'est pas du tout gentil. Mais avec qui? Avec elle ou avec tout le monde? Avec tout le monde. Voilà. Bon, il est vraiment pas sympa, je vous jure. Mais voilà, mais je suis pas quelqu'un de gentil de base. Moi, je me rappelle le premier sparring qu'on avait fait, tu m'avais mis un crochet là. Après, tu m'avais donné conseil. Il m'a pas que ça m'avait sonné. Tu m'avais dit, ouais, essaie de frapper là, parce que là, ça vise le KO et tout. Donc, les dires de Laetitia, voilà, je la comprends. Non, mais franchement, elle a été dure. Pareil, quand elle dit on l'a vanné, c'est vrai, je l'ai vanné, Laetitia. Mais toi, je te vanne. Nassim, dans ce cas-là, il devrait porter plainte contre moi. Oudina, à chaque fois, je dis il se lave pas, il se lave. Tu vois ce que je veux dire? Nassim, je le vannais. Alioune, même Alioune, on se vannait sur la bécane. En mode, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vannais la terre entière. Après qu'elle ne soit pas sentie à l'aise dans la salle. Non, elle a été dure. Elle a dit quoi dans le média? J'ai oublié. Désolé, bref, j'ai oublié le nom du média. En plus, il est bien leur concept. Hein, c'est assez original. Ils sont dans un bar et tout. Ouais, ça fait penser à l'émission de Laurent Baffy, ça fait penser. Ah, c'est pas de mon époque. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais là, elle a été dure. Franchement, elle a été dure. Elle a dit ils s'entraînent entre eux. Dès que tu arrives, c'est toi, ferme-la, t'es une meuf. Je te jure, elle a été très, très dure. Elle a dit qu'il n'y avait pas de coach alors qu'il y avait Haïdar. Il y avait d'autres coachs aussi de boxe et tout. Elle a été vraiment dure, Laetitia. Elle a dit, j'ai rien appris là-bas. J'ai même perdu 18 ans. En plus, moi, je me souviens, Abdel, il lui faisait la patte d'ours. Elle mettait des coudes. Et en plus, quand j'ai parlé avec elle, elle est restée sur ses propos. Hein. Elle est vraiment restée sur ses propos. Elle dit non, en gros, je le pense vraiment et tout. Ouais, après, c'est pour ça que je te dis, c'est son ressenti. Donc, à partir du moment, tu peux pas. C'est vrai, nous aussi, on a peut-être été dur avec elle, on s'en rend pas compte. Ouais. C'était la seule fille du groupe. Elle dit qu'à chaque fois qu'on faisait des sparring, personne voulait tourner avec elle et tout. Franchement, je peux comprendre, tu vois, c'est vrai, on disait souvent, ouais, faut que Laetitia soit pas seule, etc. Après, tu arrives dans un groupe pro. Ce que je veux dire, c'est sûr que c'était pas un prof cours particulier Laetitia, c'était un prof pour les pros. Donc, il fallait apprendre vite. Et voilà, mais après, en tout cas, juste pour dire, c'est vrai que je. Si vous faites de la charcuterie, les sparring quand même. Non, n'abuse pas, tu mens. Non, elle a été dure, mais moi, personnellement, j'ai pris ça à la rigolade. Bon, on va. Ouais. Tu sais qu'une fois, dans un sparring que j'étais à la FFA à l'époque, en fait, c'était Lopez qui m'avait appelé pour faire un sparring avec un Brésilien archi fort en lutte. Ouais. On fait un sparring et Lopez, il m'avait dit, ouais, mets les jambes, pour dire à quel point, genre, je blesse, c'est pas de ma faute. Et j'ai envoyé un middle au moment où le mec, il a essayé de venir en lutte. Je te jure, le mec, je lui ai fait une fracture de la peau. Ici, la fracture de la pommette s'était rentrée. Et en fait, son nerf optique, il était pincé dans l'os. Et ça veut dire qu'il ne voyait plus rien. Pendant, je sais pas combien... Non, après, maintenant, c'est bon. Mais depuis, il a des plaques en fer, il ne peut plus faire du MMA. Oh, ouais, t'as niqué sa vie, carrément. Non, donc c'est tout ça pour dire qu'à l'entraînement, on se blesse. Par exemple, Oussama, moi, il m'a blessé pendant 1 an. Ouais, non, Oussama, c'était un geste bête de sa part, un peu fougueux, tu vois. Toi, c'est vraiment des mauvaises intentions, toi. Non. Je te jure, c'est des mauvaises intentions. Bon, je pense qu'on est bon. Franchement, les vies montent, c'est bien, mais les abonnements, ça monte pas. Donc, c'est gratuit. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Vas-y, les gars. Vas-y, à plus.